Il est 8h30 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Vous êtes le président du Rassemblement national, député européen. Vous n'avez pas pris la parole depuis le discours de politique générale de Michel Barnier, depuis l'annonce du budget. Beaucoup de questions donc à vous poser. Mais on l'apprend hier, le gouvernement va faire une nouvelle loi immigration. Et finalement, je me dis, si vous aviez été au gouvernement, auriez-vous fait différemment ? Ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce une loi immigration. Moi, je vois que le Rassemblement national a rassemblé 11 millions de voix et qu'aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans nous au sein du Parlement, dans la vie politique française. Et probablement que la présence de députés en nombre du Rassemblement national, de ce premier groupe à l'Assemblée, pousse sans doute les gens qui sont au pouvoir et qui n'ont pas gagné les élections à entendre le message des urnes. Maintenant, on va regarder concrètement ce qu'il y a dans cette loi immigration. Et je crains que, pour l'instant, les signaux qui nous sont donnés, parce que, si vous voulez, il y a les déclarations et puis il y a les faits, il y a les décisions derrière. Or, les discours, ils n'engagent que ceux qui les tiennent. Moi, je vois que dans le budget, le gouvernement de Michel Barnier s'apprête à augmenter de 100 millions d'euros l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins, l'enveloppe qui est consacrée à la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière qui peuvent venir en France et même se faire recoller les oreilles aux frais de la princesse. Ce budget-là, il est en augmentation. Donc, encore une fois, il y a des discours, il y a des actes. Nous attendrons évidemment cette loi immigration avec impatience. C'est une demande du Rassemblement national parce que... Attendez, vous dites plein de trucs là. On va revenir sur la question effectivement du budget, point par point, parce que d'ailleurs, vous allez proposer votre propre contre-budget mercredi. Mais Jordan Bardella, sur cette loi immigration, on a déjà quelques points, puisque c'est sur BFM TV hier que la porte-parole du gouvernement a annoncé cette nouvelle loi pour janvier prochain. Elle dit notamment qu'il y aura dedans la question de l'allongement de la durée de détention en centre de rétention administrative de 90 jours à 210 jours. Ça vous plaidez pour ? Non seulement je plaide pour, mais je l'avais proposé lors des élections européennes et lors de la campagne des élections législatives. Par conséquent, si cette mesure du Rassemblement national est mise aux voix, évidemment que les députés du RN la voteront, bien sûr. Ça, vous la voterez ? Bien sûr. Vous pourriez même voter toute cette loi. S'il y a dedans l'AME qui devient l'AMU, c'est-à-dire une aide médicale d'urgence, ça aussi, vous la voterez. Mais c'est contredit par l'augmentation même du budget de l'aide médicale d'État. Donc, moi, je me méfie, si vous voulez, des annonces qui consistent à vouloir endormir un peu l'opposition et à vouloir endormir les électeurs du Rassemblement national. C'est vous qui essayez d'endormir. Donc, je sais pas j'imagine que c'est pas vis-à-vis du PS qui lance cette idée-là. Madame Bréjon, que j'ai écoutée hier sur votre antenne, elle est macroniste. Bon, il se trouve que les macronistes, depuis 2017, ont franchi un à un tous les records de la politique d'immigration conduit à sa tête par Gérald Darmanin. Record d'immigration légale, record d'entrée illégale sur le sol français, record du nombre de demandes d'asile et évidemment un record européen de la faiblesse à l'égard de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. On a un nombre qui est très très bas par rapport à la moyenne européenne, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans notre pays et peu de personnes qui sortent alors qu'ils devraient être reconduits dans leur pays d'origine. Donc, encore une fois, j'attends de voir. Le Parlement discutera de cette loi, mais on est dans une position aujourd'hui où plus rien ne peut se faire sans les voix du Rassemblement national. Donc la position qui va être la nôtre d'ici à de prochaines élections législatives, ça va être de pousser un maximum de nos mesures dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt des Français. Et c'est toujours très contradictoire parce que moi je m'amuse beaucoup de voir tous ces gens nous faire barrage aux élections et venir reprendre des mesures ou des propositions que nous avons pu formuler pendant les campagnes électorales. Et vous le dites avec, je le dis pour ceux qui nous écoutent sur RMC, avec un certain sourire ironique. Si vous voulez, j'ai passé la campagne électorale à dire qu'il fallait restreindre la politique migratoire, qu'il fallait transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Le Rassemblement national arrive en tête, mais ne peut pas faire n'a pas la majorité pour composer un gouvernement à l'Assemblée nationale. Et il se trouve que les gens qui sont dans une position très fébrile au pouvoir reprennent certaines analyses et certaines idées du RN. Donc moi, je les appelle à aller au bout. Et en tout cas, nous serons là pour faire adopter les lois qui vont dans le bon sens et qui vont dans l'intérêt du pays. Vous parlez avec Bruno Retailleau ? Non, on ne se parle pas. Non. Je n'ai pas eu de contact. Maintenant, si M. Retailleau ou si d'ailleurs d'autres personnes au sein du gouvernement souhaitent s'entretenir avec nous pour entendre ce qu'on a à proposer, moi j'ai toujours joué le jeu. Vous savez que lorsque le président de la République a consulté les chefs de parti il y a quelques mois après les émeutes, moi j'avais accepté cette rencontre et je lui avais proposé d'organiser un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous avez passé en quelque sorte une sorte de deal ? On a presque l'impression dans la manière hier dont la porte-parole du gouvernement a annoncé cette loi, en effet clairement
vraiment à votre endroit, qu'il y a presque eu un deal, c'est-à-dire budget contre loi immigration. Non, il n'y a absolument aucun deal. Mais encore une fois, on a le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc, ce gouvernement est sous la surveillance démocratique du Parlement. Et moi, je suis extrêmement clair. Si ce gouvernement poursuit la politique d'Emmanuel Macron, nous le censurons à l'Assemblée nationale. Si, en revanche, il est ouvert à ce que des propositions que nous avons formulées dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la protection des Français soient adoptées, eh bien, nous pousserons ces mesures. Maintenant, moi, je suis très clair sur l'immigration. Il faut un référendum. Parce qu'une grande partie des mesures qui pourraient permettre demain de protéger les Français, notamment à l'égard de jurisprudence européenne ou internationale, eh bien, ne peuvent être traitées que par référendum. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui des formulaires administratifs, des ordonnances administratives qui visent à éloigner des individus dangereux du territoire de la République française, qui sont systématiquement cassés par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou par des jurisprudences européennes ou internationales. Or, le seul moyen de se protéger de cette injonction, de cette ingérence, pardonnez-moi, de décisions qui sont contraires à nos intérêts, c'est évidemment de faire entrer le droit des étrangers dans la Constitution, et c'est donc un référendum. Donc, si demain nous arrivons à la tête de l'État, la première mesure que nous mettrons en œuvre, c'est un référendum sur l'immigration. Vous disiez d'ailleurs à l'instant, Jordan Bardella, que lorsque l'on vous proposait de dialoguer, lorsqu'Emmanuel Macron a voulu consulter, vous avez toujours répondu présent. Hier soir, chez Benjamin Duhamel, il y avait Antoine Armand, le ministre de l'économie, qui a redit que son refus initial de dialoguer avec vous, le RN, parce que vous ne faisiez pas partie, disait-il, de l'arc républicain, reflétait effectivement ses convictions. Alors, cela dit, la rencontre va quand même avoir lieu. Elle va avoir lieu, en l'occurrence, aujourd'hui, à Bercy, puisque finalement, sur injonction du Premier ministre, il va bien recevoir le groupe RN. Dans quel état d'esprit est le groupe RN, là ? Qui est Monsieur Armand pour expliquer que tel ou tel électeur ou que tel ou tel parti politique appartient à l'arc républicain. Ministre de l'économie. Non mais très bien, ministre de l'économie que les Français découvrent. Mais c'est pas à lui de dire si les citoyens français, en fonction du parti politique pour lequel ils votent, sont des citoyens respectables ou des citoyens de seconde zone. Parce que lorsque les Français paient les impôts à M. Armand, au ministre de l'économie, il ne regarde pas si ces Français concernés ont voté pour le Rassemblement national ou ils ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, nous avons fixé une ligne rouge. Lorsque le président de la République a nommé un Premier ministre, c'est le respect à l'égard des millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national et qui méritent parfaitement d'être entendus, d'être écoutés et d'être respectés. Donc, moi, je me réjouis que le Premier ministre ait rappelé, en quelque sorte, la ligne de conduite et rappelé à l'ordre son ministre de l'économie. À chaque fois que nous serons convoqués, invités à dialoguer pour faire connaître nos mesures, nous le ferons et nous utiliserons ces réunions, ces échanges pour pousser un certain nombre de nos mesures. Enfin, la situation budgétaire, j'imagine qu'on va en discuter ce matin, mais la situation budgétaire du pays est extrêmement préoccupante, et je dis qu'il y a eu de la part de la Macronie, à minima de l'amateurisme, et au pire de la dissimulation et des mensonges dans la gestion des comptes publics. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois sur votre antenne, j'avais réclamé un audit des comptes de l'État lorsque je me suis présenté comme Premier ministre potentiel lors des élections législatives. Au début d'année, on nous a annoncé, les macronistes nous ont annoncé un déficit de 128 milliards d'euros. Quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, on nous parle d'un déficit constaté réel de 180 milliards. C'est-à-dire qu'il y a donc un trou de 50 milliards entre les prévisions qui ont été faites par la Macronie et la réalité du déficit budgétaire que nous n'avons jamais connu dans cette proportion et dans cette dimension hors crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous dites ce matin, Jordan Bardella, que vous soupçonnez Bruno Le Maire, le gouvernement de Gabriel Attal, voire Emmanuel Macron, d'avoir sciemment menti aux Français ? Je crois qu'ils ont dissimulé la réalité de la dérive budgétaire qui a été la leur. Lorsque M. Le Maire s'exprime auprès de vos confrères, vous m'excuserez, je n'ai plus le journal auquel il a donné cet entretien, et qu'il dit « la vérité éclatera plus tard ». En fait, il l'a dit par échange de SMS, c'est les seules réponses qu'il a données, je précise bien les choses. Effectivement, lorsqu'il est interrogé depuis 24 heures par les différents journalistes, il ne répond que laconiquement par SMS en disant la vérité finira par être connue. Eh bien, ces gens devront rendre des comptes parce que ils ont mis le pays dans une situation budgétaire qui est cataclysmique, qui fait aujourd'hui de nous l'un des pays les plus endettés en valeur de la zone euro. On frôle quasiment les niveaux de pays d'Europe du Sud comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, et ce qui nous place aujourd'hui dans des situations de dépendance budgétaire et de fragilité budgétaire qui sont sans précédent. Donc, ils ont
gérer dramatiquement l'argent public. Et aujourd'hui, eh bien, les responsables politiques vont devoir, ce qui est en tout cas de la situation, faire des choix. Et dans le budget qui a été présenté, eh bien, je crois que le compte n'y est pas. Alors, on va voir sur le budget, mais juste encore un mot. Vous demandiez un audit initialement. Vous soutenez donc la démarche, notamment de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui demande à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour savoir effectivement où sont passés ou comment s'est construit creuser ce déficit. Mais toute la lumière doit être faite sur ces déficits. Vous vous souvenez que quand j'ai demandé cet audit, c'est parce que je sentais que nous sentions, en regardant de près l'analyse des politiques publiques depuis plusieurs mois, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À l'époque, tout le monde m'a dit, les journalistes en tête, vous voulez gagner du temps, toutes les données sont sur la table, et j'entends, y compris M. Dos sur votre antenne, dire que c'est du jamais vu. Ce qui se passe aujourd'hui avec les finances de l'État, c'est du jamais vu, et il y a beaucoup de nos compatriotes qui se demandent où passe l'argent. On a l'un des pays dont le taux de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés des économies développées de l'OCDE. On est à 46% de prélèvement obligatoire. Et de l'autre, les services publics se dégradent jour après jour, l'hôpital est de moins en moins fonctionnel, la sécurité est de moins en moins assurée, la justice est toujours plus lente, et les Français se demandent mais où passe notre argent ? Mais si vous étiez vous-même à Matignon, comment trouveriez-vous des sous? Vous jugez le budget présenté par Michel Barnier trop sévère. Vous allez d'ailleurs vous-même présenter un contre-budget. Vous allez les trouver où, vous, les sous? D'abord, je ne dis pas que c'est un budget qui est sévère. Je dis que c'est un budget qui fait les poches des Français qui travaillent. Parce que quand on nous parle dans le contexte actuel d'augmenter le coût du travail, qui est déjà très élevé dans notre pays, quand on nous parle d'une augmentation des tarifs de l'électricité, on va doubler les taxes sur l'énergie, qui sont aujourd'hui à 20 € le mégawattheure, elles vont passer à 50 € le mégawattheure. J'ai entendu Mme Pannier-Runacher évoquer une augmentation des prix du gaz, dans un pays où, en 2023, d'après toutes les études qui ont été faites sur la précarité énergétique de nos compatriotes, 69% des Français ont eu des difficultés à allumer le chauffage l'an dernier. Enfin, je veux dire, c'est aberrant de faire des choses comme ça. Enfin, faut être tout à fait honnête. Vous prenez des chiffres de 2023 les prix de gros, où les prix étaient monstrueux. Ils vont tout de même baisser, moins qu'on aurait pu l'espérer, parce que moins que les prix du marché pourraient le promettre, puisque ça va être compensé par ces taxes. Mais ils vont quand même baisser, faut pas. Les taxes vont augmenter. Et donc, on peut expliquer aux Français que, à cause des prix de gros, l'électricité aurait dû être plus chère et donc qu'on va atténuer en réalité la réalité de la baisse. Mais la réalité budgétaire, c'est que les taxes sur l'électricité vont augmenter. Et à côté de ça, moi, je vois dans ce budget, je vais venir ensuite sur mes propositions, des aberrations. Lesquelles ? Comment on peut expliquer aux Français dans le contexte actuel qu'on va augmenter le budget de l'Élysée, qu'on va augmenter le budget du Parlement et qu'on va qu'on va dérembourser des soins avec l'augmentation du ticket modérateur, c'est-à-dire qu'on va dérembourser des soins par la sécurité sociale qui vont donc être pris en charge par les mutuelles, qui vont donc, on le sait, augmenter le prix des contrats santé et augmenter leurs tarifs, quand dans le même temps, on augmente le budget de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire quand on augmente l'enveloppe, je l'ai dit tout à l'heure, qui est consacrée à la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière. Mais comment on peut prendre ce type de décision quand on fait de la politique et quand on prétend avoir conscience des difficultés que vivent aujourd'hui nos compatriotes et des difficultés qu'ont des millions de Français à boucler les fins de mois. Le ministre de l'économie, sur ce point notamment de l'augmentation du budget de l'Assemblée et de l'Élysée, a répondu hier à Benjamin Duhamel, c'était sur BFM TV. Je ne pense pas que cette augmentation soit compréhensible pour nos concitoyens. Le budget du ministère que j'ai la chance d'occuper baisse. Je pense que dans le moment, et les parlementaires vont pouvoir en débattre, et à titre personnel, je pense qu'il est important, même si c'est symbolique, puisque c'est des millions d'euros et que depuis tout à l'heure, on parle en milliards ou en dizaines de milliards, symboliquement, il me semble qu'ici, chacun doit faire un effort. Donc il faudra revenir sur les parlementaires jugeront. Mais vous y êtes favorable. Ce seront les parlementaires qui voteront. Mais je crois que dans le contexte, l'exemplarité doit s'appliquer à tous. Donc il regrette visiblement. Non mais de qui on se moque là? C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui vient nous dire on va augmenter le budget du Parlement et le budget de l'Élysée. Et ensuite, quand on est sur les plateaux de télé, on vient dire cette hausse, elle est scandaleuse, on ne va pas la faire. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte du niveau de déconnexion? Est-ce que vous vous rendez compte du fossé qui est en train de se créer aujourd'hui entre les gens qui nous écoutent ce matin, à qui on vient dire on va dérembourser, on va augmenter les taxes sur l'électricité. De l'autre, ils entendent et ils lisent par l'intermédiaire de vos confrères qu'on va augmenter le budget de l'Élysée, augmenter le budget du Parlement. Et on a le ministre de l'économie qui nous dit que c'est pas de sa faute.
C'est extrêmement inquiétant pour l'état des finances publiques. Monsieur est macroniste et on comprend pourquoi est-ce qu'ils nous ont laissé un trou de 1000 milliards de dettes supplémentaires en 5 ans. Jordan Bardella, sur le budget, il arrive effectivement à l'Assemblée. Il va donc être modifié. Bon, à la fin, vous pourrez dire, nous, on ne l'aurait pas voté. C'est un peu un jeu de dupes, puisque tout le monde a bien compris qu'il n'y aurait pas de vote. Il y aura un 49-3, selon toute vraisemblance. Ça, c'est la décision donc, du Premier ministre. Là, tout le monde en va tout cas, s'agiter. je ne voterai pas. On ne votera pas et nos députés ne voteront pas le budget. Si vous en avez l'occasion. On ne votera pas le budget. Ce qui distingue dans une vie parlementaire et dans une vie démocratique la majorité de l'opposition, c'est le vote du budget. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Donc, je le dis, je le redis ce matin, vote ou pas vote, nous ne voterons pas et nous ne soutiendrons pas ce budget. Moi, je pense qu'il y a 2 leviers pour affronter le mur de la dette. Lesquels ? Le premier levier, c'est évidemment la réduction de la dépense publique, mais de la mauvaise dépense publique et de ce que j'appelle les gaspillages. Alors, le sujet de la fraude a été évoqué. Il y a beaucoup de fausses cartes vitales qui sont en circulation. Nous militons pour la mise en place d'une carte vitale biométrique pour limiter la fraude sociale. Deuxièmement, il faut casser le tabou de l'immigration de guichet social. Parce que notre modèle social ne survivra pas si notre modèle social est ouvert à la générosité de la terre entière. J'étais il y a quelques jours... Mais ça, madame... vous l'avez bien vu. Moi, j'avais reçu Monsieur Stefanini ici même, qui est franchement pas un homme de gauche, qui a étudié l'AME, par exemple, et qui dit en aucun cas l'AME ne fait venir les gens. Une fois qu'ils sont là, en effet, ils restent davantage parce qu'on les soigne. Mais il dit c'est un fantasme absolu que de dire que les gens viennent spécialement pour l'AME. Ils vont pas traverser la Méditerranée au risque de leur vie pour pouvoir se faire recoller les oreilles, comme vous dites. Madame, pardon, mais il n'y a pas que l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est 1,3 milliard. Le coût des aides sociales qui sont versées aux citoyens étrangers sur le sol français, c'est entre 10 à 15 milliards au bas mot. 10 milliards, ce sont les estimations de l'Institut Montaigne. On est au bas mot entre 10 à 15 milliards. Par conséquent, moi, je propose que la générosité de l'État français se restreigne aux citoyens français. Je suis désolé, mais on en est dans très difficile. Et moi, je souhaite que les aides sociales soient réservées aux familles françaises. Les allocations familiales, par exemple, doivent être réservées aux familles dont l'un des 2 parents est de nationalité française. Vous défendrez des amendements là-dessus ? Nous défendrons notamment des amendements, mais notre position, elle n'a pas varié et elle ne variera pas. Et je pense que notre modèle social ne peut pas être un modèle social qui soit précisément conçu pour absorber l'intégralité de la précarité mondiale. J'étais il y a quelques jours, au Danemark. Le Danemark est un gouvernement socialiste, un gouvernement de gauche. J'ai rencontré le ministre de l'Immigration. Là-bas, ils ont précisément considéré que leur modèle social ne pouvait pas être universel. Ils ont fait des économies considérable en restreignant les aides sociales versées aux étrangers et ils ont un message très simple. L'État doit être là d'abord pour les nationaux, d'abord pour les citoyens du pays en question. Quant aux étrangers qui viennent en France, ils doivent pouvoir subvenir à leurs besoins. Et j'assume de dire, madame, que notre modèle social et l'attractivité de notre modèle social est évidemment une pompe aspirante pour l'immigration. Vous avez pris l'exemple des oreilles recollées, mais le simple fait... Non, je n'ai fait que reprendre votre exemple. Vous avez raison, vous l'avez repris. Qui est quand même assez cocasse, mais c'est honnêtement. Une aberration, c'est même une insulte. Vous imaginez que les mères qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie avec leurs enfants, ils viennent pour les oreilles. Vous-même, vous prenez des exemples qui sont quand même... C'est une insulte humaine. Ça vous choque pas qu'on dérembourse des soins et que de l'autre, on augmente... Mais c'est pas la question, c'est réduire l'AME ou la venue de migrants au fait de recoller les oreilles. Vous-même, vous le recollez. Soyez honnête. Madame, il n'y a pas que recoller les oreilles. Justement, c'est le seul exemple que vous avez pris. De soins gratuites qui est offert aux étrangers en situation même pas régulière, irrégulière, alors même qu'on a des milliers et des millions de nos compatriotes. Il y a un retraité sur 3 qui l'an dernier a renoncé à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Donc gouverner, c'est des choix budgétaires. Les retraités, moi je voudrais qu'on parle de votre niche parlementaire. Vous m'avez parlé. Allez-y. Non, mais vous m'avez demandé quelles mesures je préconisais pour faire face à la dette. Donc d'abord, je pense qu'il faut lutter contre la mauvaise dépense publique. Ça, j'ai bien compris. Et l'autre levier qui m'apparaît essentiel, dont personne ne parle, c'est la croissance. Parce que on remboursera notre dette et on fera face à l'endettement de la France si on arrive à recréer de la richesse. Et pour recréer de la richesse, il faut déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance, il faut simplifier notre économie. Genre le millefeuille administratif et la capacité exorbitante du Parlement européen et du Parlement français à créer de la norme, à créer des contraintes toujours plus dures pour nos entreprises, c'est un coût de 60 milliards d'euros par an. Il faut des prix de l'électricité qui soient
adapté à la croissance. Je veux dire, depuis le général de Gaulle, on a eu un atout qui s'appelait le nucléaire, la multiplication des règles européennes, comme les contraintes qui se posent aujourd'hui à EDF de céder 25% de sa production à des prestataires privés qui se chargent de prendre la production d'EDF et de la revendre beaucoup plus cher à nos compatriotes ou à certaines entreprises, c'est un frein à la croissance. Et puis, il faut faire le patriotisme économique, et je défendrai notamment dans mon mandat de parlementaire européen l'instauration d'une préférence européenne pour faire en sorte que les entreprises qui produisent sur le sol français et qui produisent sur le sol européen aient un avantage dans la commande publique. Donc, pour affronter le mur de la dette, il y a évidemment un sujet de réduction de la mauvaise dépense publique et de la lutte contre les gaspillages, et évidemment un autre sujet qui est un sujet de croissance. Il faut soutenir la croissance, il faut défendre nos entreprises, parce que qui paye ses dettes s'enrichit. Vous êtes président du Rassemblement national, vous êtes aussi député européen, votre assistant parlementaire, est-ce qu'il bosse à 100% pour vous ? Oui, pourquoi ? Parce que la question s'est longuement posée. D'abord, quand vous Sur mon étiez... assistant parlementaire ? Non, sur oui, les assistants parlementaires. Donc j'imagine que vous avez dû changer un peu l'organisation, parce qu'effectivement, à en croire donc le parquet, Marine Le Pen et 20 autres prévenus, vous n'êtes pas dans les prévenus, je le précise, est accusé d'avoir détourné des fonds européens au profit du parti entre la fin des années 2000 et les années 2010. Marine Le Pen sera à la barre aujourd'hui pour se défendre. Ce qui est évident, et là pour le coup vous-même vous ne le contredisez pas, c'est qu'il y a eu 6,8 millions d'euros qui au minimum ont servi aussi au parti. Vous dites d'ailleurs que c'est une question politique plus que juridique. C'est ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par le Parlement européen. Et il faut bien comprendre dans cette affaire, pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent la situation, que d'abord, ces reproches qui sont faits par le Parlement européen, ils sont faits à tous les blocs politiques français. Ils sont faits à la gauche, France Insoumise, ils sont faits à l'ex-majorité présidentielle par l'intermédiaire du MoDem, et ils sont aussi faits au Rassemblement national. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différence d'appréciation sur le rôle, la mission des assistants parlementaires entre les partis politiques français et le Parlement européen. La petite différence, c'est les montants. La petite différence, c'est les montants. On ne parle que pas. Vous, c'est considérable. C'est 6,8 millions, 6,8 millions d'euros. Vous mentionnez 6 millions d'euros. Marine Le Pen va évidemment développer ses arguments et nous allons prouver notre bonne foi devant la justice. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Non. C'est du détournement. Il n'y a pas d'emplois fictifs. On parle de gens qui ont travaillé pour des emplois qui sont des emplois politiques. Maintenant, le Parlement européen estime que nos assistants parlementaires n'ont pas à faire de la politique. Nous considérons que les assistants parlementaires... Jordan Bardella, j'entends parfaitement ce que vous dites. Et d'ailleurs, j'avais reçu François Bayrou au moment du procès, où c'était les mêmes choses, les mêmes faits qui lui étaient reprochés. La question là, c'est que vous saviez les règles du jeu. Vous connaissez les règles du jeu. Vous savez que l'Union européenne... Moi, je veux bien. Politiquement, vous dites, oui, mais alors, attendez, ils bossent pour des élus. Donc, en gros, qui bossent pour le boulot qu'on fait au parti ou le boulot qu'on fait au sein du Parlement, c'est à peu près la même chose vu du côté français. Madame, juridiquement, ça ne tient pas. Madame, je ne vais pas d'abord faire le procès en 4 minutes sur BFM TV et défendre les arguments qui seront exposés pendant 3 mois devant la justice. Mais d'abord, on parle d'une procédure qui a 10 ans. Et pardon de vous dire, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Lorsque vous cherchez à joindre le cabinet de Marine Le Pen, que vous tombez sur l'assistante de Marine Le Pen, est-ce que vous voulez parler à Marine Le Pen, la présidente du parti, la présidente du Front National à l'époque, ou Marine Le Pen, la députée européenne ? Et vous, Jordan Bardella, avez-vous, puisque vous avez été assistant parlementaire, avez-vous modifié a posteriori les comptes rendus de ce que vous faisiez comme travail ? Non, je n'ai modifié. Jamais. Non, mais je n'ai jamais modifié. C'est dans la Libération qui croit savoir que notamment le travail que vous auriez fourni à l'époque n'étant pas considéré comme suffisant pour justifier de votre salaire au Parlement européen, vous auriez rajouté en quelque sorte des liasses dans des revues de presse, par exemple, pour justifier de votre salaire. Vos confrères de Libération, je n'ai rien rajouté. Vous n'avez jamais modifié a posteriori? Non, jamais modifié a priori. Et a posteriori. Je vais même vous dire, a posteriori, et je vais vous dire, je ne suis pas concerné par l'affaire des assistants parlementaires. Donc moi, je veux bien qu'on essaie de m'enrôler, si vous voulez, quasiment de force devant le tribunal médiatique, mais je ne suis pas concerné par l'affaire des assistants parlementaire. Voilà, c'est dit. La justice a posé des questions naturellement à mon député, à mon employeur à l'époque, qui a répondu sur l'exercice de ma mission, et la justice n'a rien trouvé à redire sur la réalité de mon contrat. Quant à Libération, si vous voulez, les inspecteurs gadgets du procès des assistants parlementaires, ils ont comparé, je ne sais pas si vous avez vu l'article dont vous mentionnez, ils ont comparé
ce qu'ils considèrent être mon écriture avec ce qui est soi-disant mon écriture. Sauf qu'ils se sont appuyés pour comparer mon écriture sur des dédicaces qui ont été faites lors de l'envoi de cartes d'adhérents à des sympathisants, à des militants du Rassemblement national. Sauf que ces documents sont faits avec une machine. Donc ça n'est même pas mon écriture sur les documents auxquels ils ont soi-disant comparé ma véritable écriture. Donc ça ne tient pas la route. Et je tiens à vous dire que Libération est poursuivi en diffamation. Et que, encore une fois, tous ceux qui affirment que je n'ai pas travaillé ou que mon emploi était un emploi fictif seront poursuivis en diffamation parce que je ne me laisse pas calomnier. J'ai été très fier d'ailleurs d'assurer cette mission pendant que j'étais étudiant. Ça a été ma première mission professionnelle à mi-temps pendant 3 mois et demi pour 1 200 € par mois et j'en suis très fier. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. 8h54 sur RMC BFM TV.